INSAF, je t'en prie, c'est à toi. À l'issue de l'atelier d'INSAF, on fera une conversation et des échanges et vous pourrez lui poser également toutes vos questions. Je vais en préparer les vôtres aussi pendant son atelier. Merci Sandrine. Alors bonjour à toutes. Je suis ravie d'être là cet après-midi. Rapidement pour me présenter, je m'appelle Insaf El Hassini. Je suis la directrice et la fondatrice de Lean in France, donc qui est une association qui a pour but de vous empouvoirer dans le monde du travail. Et notamment vous donner les clés pour devenir de meilleures versions de vous-même, réaliser vos ambitions et évoluer selon vos propres termes dans le monde du travail. On est beaucoup connus au niveau national et aussi dans la région. Et aujourd'hui, je suis très heureuse d'avoir à mes côtés l'équipe de Lean in Bordeaux qui est juste là et qui sera présente, qui est toujours présente tout le long du salon. On vous indiquera un peu après si vous voulez en savoir plus sur le mouvement. La raison pour laquelle je suis là aujourd'hui, c'est parce qu'avec Lean in France, notre cheval de bataille, c'est l'empouvoirment économique des femmes. Pourquoi ? Parce que, qu'on le veuille ou pas, le monde du travail est un monde d'hommes, créé par les hommes, pour les hommes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous, malgré tout, si on veut insuffler un peu notre manière de fonctionner, notamment, comme c'est un monde pour les hommes, créé par les hommes, et par les hommes, comme je viens de le dire, on est plus dans notre culture du monde dans l'entreprise, a plus été créé sur un rapport de domination que de collaboration. Et aujourd'hui, nous, ce qu'on veut, c'est de la collaboration et évoluer dans des environnements professionnels dans lesquels notre juste valeur est reconnue à sa juste valeur. Alors, j'ai juste demandé à l'équipe technique d'augmenter un tout petit peu, si c'est possible, parce que j'ai oublié mes lunettes. Dans l'autre sens. Hop. Voilà. Donc, l'atelier de négociation de rémunération, c'est un atelier avec lequel on a tourné depuis plus de 5 ans, il évolue évidemment, en France et dans le monde. Et l'objectif de cet atelier, ce n'est pas de vous donner des formules magiques qui vont vous permettre demain d'aller où vous voulez et obtenir le salaire que vous voulez, peu importe le montant. Donc on ne va pas se baser sur d'un ressenti ou sur de l'émotionnel, mais sur du factuel et du rationnel, comme une formule de mathématiques. L'idée, c'est de savoir exactement quelle est votre valeur sur le marché du travail, savoir la déterminer, la comprendre, l'assumer, pour être ensuite en mesure de la défendre. Donc cet atelier, comme je vous disais, s'appelle Ma juste valeur. Et pourquoi on parle de valeur ? Alors je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais curieusement, on peut être une négociatrice chevronnée dans notre vie professionnelle, être parfaitement à l'aise à négocier pour ses parents, pour sa famille, pour son entreprise, pour un client, mais quand il s'agit de nous-mêmes, être complètement paralysé. Alors pour celles qui le veuillent, il y a une présentation qui est juste là, et donc ça vous allez devoir tourner un petit peu la tête, mais tout de même. Et on peut être quelqu'un qui est spécialisé en négociation et avoir du mal aussi pour négocier pour soi-même. Donc tout ça, c'est une compétence comportementale qui se développe comme un muscle. Et en fait, cette problématique-là de pouvoir mesurer sa valeur et être en mesure de l'affirmer et de la défendre, en fait, en réalité, c'est une difficulté qui est un peu plus profonde et qui est liée au rapport des femmes et de l'argent. Donc cette difficulté, parfois de penser, parler argent, va quelquefois jusqu'à en empêcher certaines de connaître les éléments qui composent leur rémunération. Donc je vais faire un tout petit test pour voir. Est-ce que les femmes qui sont ici aujourd'hui savent exactement de quoi est composée leur rémunération ? Si c'est le cas, levez la main. Très haut. Les Bordelaises, vraiment, à chaque fois, vous m'épatez. Il y a plusieurs femmes qui ne savent pas à quoi correspond ce terme rémunération. Pour elles, le terme rémunération, ça veut dire, en gros, c'est juste le salaire qui tombe à la fin du mois sur mon compte en banque. Peu importe. Dans tous les cas, la question qui se pose, c'est pourquoi il est si compliqué pour nous les femmes de connaître, comprendre, apprécier, assumer et défendre notre juste valeur. Alors, je ne suis pas du tout sociologue, pourtant, il n'est pas très compliqué de s'apercevoir que les principales réponses résident plutôt dans la commodité de la zone de confort et aussi dans notre éducation, notre culture et notre conditionnement sociétal. Encore aujourd'hui, en 2020, il est très compliqué pour une femme d'affirmer qu'elle aime l'argent, parce que tout de suite, on pense qu'elle est prête à vendre de la drogue ou à vendre des enfants, ou peut-être des organes, ou qu'elle est vénale et qu'elle aime prendre l'argent des autres.
Donc il y a tout un imaginaire collectif autour des femmes et de l'argent, et un tabou qu'il faut lever. Et comme l'a très justement dit Amy Poehler, cela prend des années en tant que femme à désapprendre toutes les choses pour lesquelles nous avons pris l'habitude de nous excuser. Comme s'excuser de faire face à son employeur, entreprise, client, peu importe, État, et de lui dire « j'ai besoin que tu me rémunères à ma juste valeur ». Donc c'est un atelier de 4 heures, non, c'est un atelier d'une demi-heure, suivi d'une discussion. Donc je vais être plutôt rapide, mais je vais vous partager des tips qui sont assez concrets et qui vont vous permettre, en quittant cette salle, d'être en mesure d'amorcer une vraie démarche pour être ensuite rémunéré à votre juste valeur. La première clé que je souhaiterais vous partager, avant toute chose, avant de parler de valeur, avant de parler rémunération, etc., comme on est dans une démarche qui est factuelle et rationnelle, c'est de comprendre à quoi correspond la définition de la rémunération. Alors, comme je vous le disais, la rémunération, peu importe votre statut, que vous soyez employé, donc salarié, que vous soyez freelance, c'est-à-dire indépendante, entrepreneur, fonctionnaire de l'administration publique, contractuel de l'administration publique ou en recherche d'emploi, la rémunération se calcule de la manière suivante et est composée des 3 éléments suivants. Le salaire fixe, donc la rémunération brute qui est indiquée sur votre contrat de travail ou sur vos bulletins de salaire. Cette rémunération, elle est obtenue en multipliant le salaire brut par 0,77, donc ça vous donne votre salaire net, donc ce que vous touchez dans votre poche à la fin du mois. Mais la rémunération ne se compose pas que du salaire brut. C'est aussi le salaire variable, qui correspond soit à une prime qui vient récompenser l'effort individuel, c'est la prime de fin d'année, la prime exceptionnelle, le bonus, ou une prime qui vient récompenser l'effort collectif, et c'est par exemple l'intéressement, la participation, etc. Ensuite, vous avez les avantages en nature. Et les avantages en nature, c'est un logement de fonction, une voiture de fonction, un chauffeur, la prise en charge des frais de scolarité pour vos enfants, la prise en charge de vos notes de frais, les tickets restaurants, le pass pour les transports publics, le téléphone, une connexion Internet, tout ce qui n'est pas de la monnaie sonnante et trébuchante, mais qui pourtant est un avantage en nature, donc correspond qui a une valeur monétaire. Donc maintenant qu'on est bien assis tout ensemble et qu'on est solide sur cette compréhension de la rémunération, je vais vous partager la clé numéro 2, qui est de déterminer ce que vous voulez. Donc la rémunération, pour moi, la négociation plutôt de rémunération, pour moi, elle peut se résumer assez simplement. C'est vous apprendre à déterminer ce que vous voulez et ensuite, comment le demander. Donc là, pour cette clé numéro 2, on va aller un peu plus loin sur qu'est-ce que c'est déterminer ce que l'on veut. Alors, il est très important pour moi de vous partager cet élément-là, parce que dans l'imaginaire collectif, la notion de rémunération, elle cristallise un peu toutes les revendications qu'on peut avoir par rapport à notre environnement professionnel ou à notre carrière. Beaucoup pensent que la rémunération, c'est la clé et la réponse à tout. On n'est pas vraiment à l'aise sur le poste où on a envie de faire une reconversion professionnelle, mais on n'a pas encore le courage de se mettre en mouvement, ou la vie fait qu'on ne peut pas encore occuper le poste que l'on veut. Et du coup, on cristallise un peu toutes nos frustrations, notre ressenti sur le sujet de la rémunération. Non. Ce qui est important avant de réfléchir à demander une réévaluation ou un réajustement de tarifs ou de rémunération, c'est de réfléchir quel est votre besoin à vous. Soyez honnête et mettez-vous face à vous et vous-même et demandez-vous, est-ce qu'en réalité, ce dont j'ai envie, c'est de changer de métier ? J'en ai marre de faire le métier que je fais. Aujourd'hui, je ne m'épanouis plus dedans. Aujourd'hui, ce que j'ai envie, c'est de lancer ma boîte. Aujourd'hui, ce dont j'ai envie, c'est de reprendre une formation pour pouvoir évoluer toujours au sein de ma boîte, mais sur un autre poste. Aujourd'hui, ce dont j'ai envie, c'est d'arrêter un peu l'entrepreneuriat parce que finalement, ça ne m'intéresse plus, et c'est de redevenir salarié. Bref, qu'est-ce qui est important pour vous ? Est-ce que ce qui est plus important pour vous, c'est de changer d'environnement professionnel et de travailler pour une entreprise ou pour des clients qui partagent votre socle de valeurs ? Tout ça pour vous dire que ce qui est le plus important, c'est de vous écouter, d'être transparente et honnête avec vous-même
et de ne pas succomber aux sirènes de la nouvelle mode qui vient d'être lancée sur Instagram. Donc, il faut être honnête avec vous-même, vous poser des questions claires sur ce que vous voulez et pas ce que l'on attend de vous. Votre famille, votre conjoint, vos enfants, votre cercle social, etc. Une fois que vous avez décidé, avant même de le décider, déterminer ce que vous voulez, il faut déterminer ce que vous valez. Ça veut dire quoi, déterminer ce que vous valez? Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous, qui êtes assise là, chacune d'entre vous est un produit qui se vend sur le marché du travail. Vos compétences, votre expertise, votre expérience a une valeur monétaire sur le marché du travail. Comme la baguette de pain, aujourd'hui, elle a une valeur sur le marché de la baguette de pain. Aujourd'hui, à Bordeaux, on peut dire qu'une baguette de pain, sa valeur monétaire, financière, c'est entre 80 centimes et 1,20 €. Si vous voulez prendre une baguette de pain qui est faite industriellement et qui est commercialisée par une grande enseigne commerciale ou un supermarché, vous allez la payer 80 centimes. Si par contre, votre kiff, c'est vraiment une baguette de pain faite par un super boulanger, un ouvrier qui utilise des très bons produits, vous allez plutôt la payer 1,20 €. Et si vous êtes un peu entre les deux, vous allez prendre la médiane et vous allez aller voir un boulanger qui fait une baguette de pain à 1 €, 1,10 €, etc. Vous, c'est pareil. Je veux que vous vous visualisez comme une baguette de pain. Pourquoi je vous donne cet exemple-là? C'est parce qu'il est très parlant. Vos compétences, votre expertise et votre expérience ont une valeur sur le marché du travail. Alors vous allez me dire, Insaf, oui, on entend ce que tu nous dis, mais concrètement, comment ça se matérialise? Parce que finalement, le marché du travail, c'est hyper virtuel. Alors moi, je suis là pour vous donner les clés pour aller déterminer et comprendre quelle est la valeur monétaire et financière de vos compétences, de votre expertise et de votre expérience. Et donc, vous allez aller rechercher sur le marché du travail qui est composé de quoi? De job boards. Les job boards, c'est quoi? C'est tous les sites, Monster, je ne vais pas les citer, la PEC, etc. Je ne vais pas tous les citer. Mais en gros, c'est des plateformes sur lesquelles vous avez une offre et une demande. Les offres d'emploi et les demandes de personnes qui sont en recherche d'emploi. De manière générale, sur ces plateformes-là, vous avez énormément d'annonces, et les annonces, à la fin, elles indiquent une fourchette de salaire pour le profil qu'elles recrutent. En tout cas, qu'elles cherchent à recruter. Mais des fois, ce n'est pas le cas. Dans ce cas-là, il faut que vous continuiez votre travail d'investigation et de taper sur Internet et de regarder si vous pouvez retrouver des guides de rémunération. Il y a de grands cabinets de recrutement type Michael Page, Robert Half, AIS, etc. Toutes les années, ils publient sur Internet, et c'est parfaitement gratuit, des études de rémunération. Et là, vous avez des fourchettes de rémunération en fonction de votre métier, de votre industrie, de votre formation, de vos années d'expérience, etc. Donc déjà, ça va vous permettre de créer un faisceau d'indices qui vous permet de vous rapprocher un petit peu plus à chaque fois vers une fourchette qui est vraiment représentative de votre profil. Si vous êtes entrepreneur ou si vous êtes un freelance, indépendante, c'est légèrement différent. Ce qui est intéressant, c'est de regarder ce que fait la concurrence. C'est ce qu'on appelle faire une étude de la concurrence. De regarder, par exemple, pour une prestation qui est X, combien celle-ci elle est vendue par différents cabinets de prestations. Peut-être qu'un cabinet qui fait de la qualité plutôt basse va la vendre à 10 et le cabinet plutôt élevé à 20. Et là, vous pourrez, en fonction du niveau de qualité de votre prestation, vous insérer soit plutôt vers 10, soit plutôt vers 20. Déterminer également sa valeur sur le marché du travail, sa juste valeur sur le marché du travail, c'est aussi sortir de sa zone de confort et d'aller chercher l'information là où elle se trouve. L'information, elle se trouve où? Elle se trouve chez les personnes qui effectuent le même métier que vous ou qui effectuent le métier auquel vous avez des velléités d'accéder. Bref, c'est d'aller demander les personnes qui sont dans votre région, parce qu'on n'est pas payé pareil à Paris et à Bordeaux, à Paris et à Clermont-Ferrand, à Paris et aux États-Unis. Donc, d'identifier des personnes qui sont dans votre région, qui ont à peu près votre même profil, ou en tout cas qui s'en rapprochent, et leur poser la question.
Alors là, vous allez me dire, INSAF, on est en France, le sujet de l'argent, c'est hyper tabou. Je ne sais pas comment faire, moi, c'est très délicat, même limite un peu impoli, d'aller voir mes amis ou des personnes que je connais que très peu et leur demander quelle est leur rémunération. C'est vrai. Par contre, ce que vous pouvez leur demander, c'est de vous donner une idée, une fourchette de rémunération. Vous pouvez très bien leur dire, par exemple, et c'est là où c'est très important, et je le dis et le redis, de faire partie de réseaux bienveillants féminins, parce que c'est des réseaux de soutien, de support dans lesquels l'information circule, et vous pouvez leur demander de manière très ouverte et transparente vraiment une fourchette de rémunération. Mais mettons l'hypothèse que vous venez de déménager à Bordeaux, vous venez de Ouagadougou, donc vous ne connaissez personne en France, vous arrivez à Bordeaux, vous étiez freelance, vous devenez salarié, donc voilà, changement de statut, changement de pays, changement d'environnement, donc vous n'avez plus du tout vos repères, mais vous avez tout de même un entretien et vous souhaitez savoir quelle est votre juste valeur sur le marché du travail. Si vous êtes dans cette situation-là, la meilleure, et de toute manière, dans n'importe quelle situation où vous êtes, le meilleur moyen, comme je vous le disais tout à l'heure, pour déterminer votre juste valeur sur le marché du travail, c'est d'aller chercher l'information à la source. Et la source, dans ce cas-là, c'est les recruteurs. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous postulez à une annonce sur laquelle il y a 0 enjeu, vous ne voulez pas de ce job. Donc déjà, vous allez dédramatiser la situation, vous n'allez pas du tout avoir une espèce d'épée de Damoclès émotionnelle qui va être là avec une voix dans votre tête qui vous dit non, ne te vends pas trop cher parce que sinon ils ne vont pas te prendre. Il y a 0 enjeu, donc vous pouvez être vous-même et vous allez demander au recruteur lors du moment où, que ce soit au téléphone ou lors de l'entretien, quel est votre budget pour le poste proposé. Il va vous dire mon budget c'est 20, c'est 10, c'est entre 10 et 40, etc. Donc, ça, c'est comment déterminer sa valeur sur le marché du travail, c'est-à-dire déterminer ce que vous valez. Si on reprend le fil de cette présentation et de cet atelier, on a vu que pour savoir comment négocier sa rémunération, il fallait comprendre ce que c'était une rémunération, déterminer ce que l'on veut, déterminer ce que l'on vaut, et déterminer ce que l'on vaut, ça veut dire déterminer sa valeur sur le marché du travail, et ensuite, construire une stratégie de négociation. Pourquoi je vous dis construire une stratégie de négociation ? Parce que d'habitude, je ne sais pas si vous, ça vous est déjà arrivé, mais moi, ça m'est arrivé, si on n'a pas nos idées qui sont très claires, posées, si rien n'a été fait de manière factuelle, rationnelle, vous arrivez lors d'un entretien, d'un job qui vous plaît, ou d'un job que vous devez prendre parce que la vie fait que vous n'avez pas le choix, vous êtes face au recruteur, vous avez tout ce bagage émotionnel de devoir avoir ce job-là, un recruteur en face de vous, et quand il vous demande quelles sont vos prétentions salariales, bah vous lui donnez un chiffre qui, soit correspond à votre ancienne rémunération d'il y a 10 ans, ou d'il y a 5 ans, ou d'il y a 2 ans, ou d'il y a 3 ans, mais vous, entre-temps, vos compétences, elles ont augmenté, votre expertise aussi, votre expérience aussi. Donc ce que vous valiez sur le marché du travail il y a 10 ans, c'est plus du tout la même chose maintenant. Ce que vous valiez sur le marché du travail il y a 6 mois n'est plus du tout la même chose maintenant. Donc soit vous lui donnez ce chiffre-là, soit vous avez tellement envie d'avoir le job et vous avez tellement peur du rejet que vous lui donnez un chiffre qui est hyper bas. Bref, vous vous emmêlez les pinceaux et vous n'êtes pas votre meilleur ami à ce moment-là. Par contre, si vous construisez une stratégie de négociation en amont, c'est très simple la stratégie de négociation, il ne faut pas penser à des schémas, des graphiques, etc. La stratégie de négociation est composée de 4 chiffres. Ces 4 chiffres-là, c'est ce qu'on appelle la fourchette de rémunération que vous souhaitez obtenir. Premier chiffre, rémunération idéale. J'ai déterminé sur le marché du travail que ma rémunération est entre 10 et 15. Ma juste valeur sur le marché du travail est entre 10 et 15. Alors ma rémunération idéale va être à 15. Ensuite, deuxième chiffre, votre rémunération réalisable. J'ai déterminé sur le marché du travail que ma rémunération, ma juste valeur sur le marché du travail était entre 10 et 15. La rémunération réalisable, ça va être un chiffre autour de 13-14. Je vais mettre 13. La rémunération acceptable, c'est un chiffre en deçà de ce que j'espérerais, mais avec lequel je suis tout à fait OK, parce que de toute façon, il est dans la fourchette qui reflète ma juste valeur sur le marché du travail. Là, entre 10 et 15,
bah, la rémunération acceptable, si on me propose 11, je suis OK. Et le no-go, c'est le chiffre en deçà duquel vous allez refuser une prestation, un poste, ou qui va déclencher chez vous l'envie d'aller voir un petit peu ailleurs comment ça se passe si vous êtes déjà en poste. Pourquoi je vous dis qu'il est hyper important d'avoir ces 4 chiffres en tête? Parce que si vous êtes dans une discussion et qu'on vous dit « Bon ben ok, moi ce que je vous propose comme rémunération, Madame Elassini, c'est 9. » Si moi j'ai pas fait tout ce travail en amont, et qu'en plus je suis un peu en difficulté en ce moment, et que je dois accepter un job, ben, je vais dire oui. Et puis je vais prendre le job à 9, alors que ma valeur, la valeur de mes compétences, de mon expertise et de mon expérience, elle est entre 10 et 15. Je vais prendre le job, je vais faire le job, et puis un jour, au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans, je vais m'apercevoir à la machine à café que mon collègue qui fait la même chose que moi, ou ma collègue qui fait la même chose que moi, est à 15. Et là, je vais me dire, ben, INSAF, c'est dommage. Et je vais commencer à développer du ressenti contre moi-même, de la culpabilité, du ressenti envers mon entreprise ou mon client, etc. Et plein d'émotions négatives. Alors que si dès le début, je sais, j'ai fait mon travail avant, je sais que ma juste valeur sur le marché du travail est entre 10 et 15, et qu'en face de moi, j'ai un employeur qui me propose 9, ça veut dire déjà, dès le départ, que ce n'est pas un employeur qui veut vous rémunérer à votre juste valeur. Parce qu'un recruteur ou un employeur qui est plutôt juste, et qui n'est pas un employeur ou un recruteur ou un client qui a envie de profiter de votre vulnérabilité de quelque manière qu'elle soit, il va vous proposer une rémunération qui est dans cette fourchette de la juste valeur de vos compétences, de votre expertise et de votre expérience. Donc rappelez-vous, une stratégie de négo, c'est pas compliqué, c'est juste 4 chiffres. Rémunération idéale, rémunération réalisable, rémunération acceptable et chiffre no-go. Donc chiffre seuil. Ensuite, une fois que vous avez établi tous ces chiffres-là, qui sont 4, hein, c'est pas énorme, je vais vous partager quelque chose qui pour moi est une botte secrète. Et la botte secrète, c'est la liste des avantages en nature. Qu'est-ce que c'est les avantages en nature? C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Les avantages en nature, c'est une voiture de fonction, l'école pour ses enfants, un pass pour les transports en commun, des tickets restaurants. Voilà, ça peut être des choses diverses et variées. Émettons l'hypothèse, donc vous l'idée avec cette liste d'avantages en nature, c'est que c'est votre liste au Père Noël. Vous listez tous les avantages que vous souhaiteriez obtenir de la part d'un employeur. Dans un monde idéal, bien sûr. Une fois que vous avez établi cette liste-là, et que, émettons l'hypothèse, vous êtes face à un job que vous vouliez, vous passez tous les stades des entretiens, vous arrivez au dernier moment où on parle rémunération, et vous vous apercevez que votre employeur vous propose 9, alors que votre valeur sur le marché du travail, elle est entre 10 et 15. Vous faites quoi? Soit vous faites un choix cornélien, soit vous faites intervenir votre liste d'avantages en nature. Et là, vous pouvez lui dire, écoutez, vous n'êtes pas sans savoir que 9, ce n'est pas représentatif de la juste valeur d'un profil comme le mien sur le marché du travail. Néanmoins, le contenu et le contenant de la mission m'interpellent. Donc ce que je peux vous proposer pour rééquilibrer les choses, c'est de m'ajouter des voitures de fonction, une voiture de fonction, me payer une formation, de la flexibilité, des parts sociales si vous travaillez pour une petite PME ou une start-up. Si vous êtes freelance ou indépendante, vous pouvez lui dire de la publicité, des recommandations. Si vous êtes entrepreneur, vous pouvez accepter un prix qui est légèrement en dessous, mais lui demander de multiplier le volume des ventes. Bref. Vous équilibrez, vous modulez, et à la fin, lorsque vous faites votre calcul de votre rémunération variable, avantage en nature et fixe, vous vous apercevez que vous êtes dans la tranche de votre juste valeur sur le marché du travail. Enfin, règle numéro 4, négocier sa juste valeur sur le marché du travail, c'est apprendre à demander ce que vous voulez. Pourquoi c'est important d'apprendre à demander ce que l'on veut? Parce que la vie, c'est de la sémantique. Et ce qu'on nous demande dans le marché du travail et le monde de l'entreprise, d'une manière très générale, je ne parle pas juste des entreprises qui emploient des personnes, c'est de savoir demander les choses. Et la première chose à faire, si vous voulez vraiment apprendre à demander ce que vous valez, mesdames, c'est d'entrer dans le game. Ça veut dire quoi entrer dans le game?
Ça veut dire qu'on vit dans un monde et ce monde-là a des règles du jeu. Et avant de vouloir jouer, de masteriser le jeu, il faut en comprendre les règles. Je traduis. Ça veut dire quoi dans le monde du travail? Ça veut dire qu'il faut comprendre votre environnement de travail. Quelle est votre culture d'entreprise? Quels sont les enjeux de votre hiérarchie? Qu'est-ce que vous pouvez demander? Qu'est-ce qui est faisable? Il y a des entreprises qui sont prêtes à payer des formations, donner plus de flexibilité, par exemple un 4/5e payé plein temps, plutôt qu'une augmentation de rémunération, parce qu'en termes de trésorerie, c'est compliqué. Elles ne sont pas contre vous rémunérer à votre juste valeur et rémunérer votre contribution au fait que l'entreprise grandit. Néanmoins, ils ne peuvent pas le faire avec des primes avec des primes, tout simplement. Si vous savez ça, vous allez pouvoir déjà mettre en place votre stratégie. Pareil, il y a des clients avec lesquels, malheureusement, c'est un petit peu compliqué en ce moment, vous ne pouvez pas augmenter vos tarifs. Par contre, vous pouvez peut-être augmenter votre volume des ventes. Vous pouvez peut-être les faire acheter un autre service. Bref, il faut comprendre les règles de jeu de votre relation de travail entre vous et votre client, entre vous et vos clients quand vous êtes entrepreneur et que vous proposez un service ou un produit, et entre vous et votre entreprise lorsque vous êtes salarié. Et évidemment, quand vous êtes contractuel ou fonctionnaire de l'administration publique, entre vous et l'administration publique. Une fois que vous avez compris les règles, il faut apprendre à les maîtriser. Ça veut dire quoi, maîtriser les règles du jeu? Encore une fois, ça a l'air très abstrait, mais je vais tout concrétiser. Ça veut dire qu'il faut choisir votre moment. Ne vous le laissez pas imposer. Par exemple, pour celles qui travaillent déjà en entreprise, excusez-moi. Non, ça va, c'est pas moi. Mais elle coule pas. Donc pour celles qui travaillent déjà en entreprise, elles attendent toujours le moment de leur entretien annuel pour demander une augmentation. Non, mesdames. Si vous souhaitez obtenir une augmentation de rémunération, il faut la demander en amont. Parce que si vous attendez que l'entretien annuel se passe, ce que vous allez recevoir comme réponse, INSAF, c'est dommage, si tu m'en avais parlé avant, j'aurais remonté ton point, mais là, l'enveloppe des augmentations est telle quelle que cette année, je ne peux pas t'augmenter. Si vous attendez, par exemple, avec votre client, si vous ne choisissez pas votre moment, il peut vous dire « Non mais attends, tu m'as pas préparé en amont, INSAF, moi je t'ai persuadé que notre accord était pour tout le temps qui est imparti, pour les 2 ans de notre contrat. Il fallait me préparer en amont pour me dire qu'au bout de 6 mois, tu voulais augmenter, ou au bout d'1 an, ou au bout d'1 an et demi, tu voulais augmenter ton tarif. » Donc vous choisissez votre moment, vous ne vous le laissez pas imposer. Ensuite, il faut utiliser le bon verbatim. Comme je vous ai dit, la vie c'est une question de sémantique. Si je vais voir mon client et que je lui dis « Écoute, client, aujourd'hui, j'ai décidé d'augmenter mes tarifs », il va avoir tous les voyants rouges qui s'allument dans sa tête. « Mon Dieu, transpiration, etc. » Pareil, si je vais voir mon N+1 et que je lui demande « Écoute, aujourd'hui, moi je trouve que ma contribution est bien supérieure à ma rétribution, donc j'aimerais avoir une augmentation de rémunération. » Pareil, transpiration, comment lui il va gérer ça avec sa hiérarchie, ou elle, etc. En revanche, si je dis « Ma valeur sur le marché est entre 10 et 15, or aujourd'hui, ma rémunération est à 8, j'aimerais un rééquilibrage ou un réajustement. » Lui, il va se dire, ou elle va se dire, effectivement, il faut rééquilibrer les choses, parce elles sont déséquilibrées. Ce n'est pas une augmentation de rémunération ou de tarif avec tout le bagage émotionnel qu'il y a derrière. Ensuite, il faut être force de proposition. Ce qu'il faut vous dire, c'est que tout le monde a des problèmes. Tout le monde a des choses auxquelles ils doivent penser. Et ce n'est pas parce que c'est un manager ou que c'est une entreprise ou que c'est un client qu'il n'a pas ou qu'elle n'a pas de choses, comme on dit, sur sa table à penser et à réfléchir. Si vous arrivez et que vous lui mettez une énième chose sur sa table à gérer, un autre problème à solutionner, il va se dire « Non, mais non, franchement, non, je suis désolée, mais ça va être non. » Peut-être la prochaine fois, mais cette fois-ci, ce n'est pas possible. En revanche, si vous décidez d'avoir une démarche de créatrice de solutions, de facilitatrice, écoute client ou écoute employeur, ma rétribution aujourd'hui, ma rémunération est en dessous de ma juste valeur sur le marché du travail, puisque ma juste valeur sur le marché du travail est entre 10 et 15. Mais attends, INSAF, qu'est-ce qui te fait dire ça? Comment tu sais qu'elle est entre 10 et 15? Parce que sur le marché du travail, c'est entre 10 et 15, j'ai fait des vérifications. Par ailleurs, je peux t'inviter à aller vérifier tout ça.
Il va vérifier. Pourquoi je vous dis ça? Et pourquoi je vous ai fait tout ce laïus et tout ce raisonnement en amont? Parce qu'en fait, si vous allez récupérer l'information là où elle se trouve, c'est-à-dire sur le marché du travail, c'est factuel, c'est rationnel et c'est facilement vérifiable. Et tout ce qui est facilement vérifiable est difficilement contestable. Donc même si au départ, il ou elle conteste, il va aller interroger son service RH, il va aller faire son étude de la concurrence si vous êtes par exemple indépendante, il va s'apercevoir, ou elle va s'apercevoir, qu'effectivement, vous êtes dans le juste. La juste valeur de votre prestation ou de votre profil si vous êtes en entreprise, c'est entre 10 et 15. C'est vérifiable. Donc, pour reprendre ce que je disais, écoute, ma juste valeur sur le marché du travail, la juste valeur de mes prestations, de mon service sur le marché du travail est entre 10 et 15. Je m'aperçois qu'aujourd'hui, mon tarif est à 8 ou ma rémunération est à 8. J'aimerais effectuer un rééquilibrage de tarifs ou un réajustement de rémunération. C'est pas possible, en ce moment c'est compliqué, nous n'avons pas d'argent. Ok, dans ce cas-là, j'aimerais obtenir un 4/5e à la place d'un plein temps. Ok, dans ce cas-là, j'aimerais obtenir une augmentation du volume des ventes. Ok, dans ce cas-là, ce que je te propose, c'est de me donner plus de jours de vacances. Ok, dans ce cas-là, j'ai développé un autre service, tu t'engages à l'acheter. Vous voyez, c'est à ce moment-là où vous faites intervenir votre liste d'avantages en nature, entre guillemets, et où l'un dans l'autre, en modulant tout ça, vous arrivez à finaliser une discussion qui n'est pas conflictuelle, qui est dans l'échange, où vous indiquez pas un problème, mais quelque chose qui est du niveau du déséquilibre, et vous apportez les solutions pour le rééquilibrer. Vous ne perdez pas votre client, vous ne risquez pas de mettre en danger votre relation avec votre hiérarchie. On est dans un rapport de collaboration et il n'y a aucune domination. Enfin, négocier sa juste valeur, c'est s'entraîner. Tout ce que je vous ai dit aujourd'hui et cet après-midi, c'est super. Mais si vous ne le mettez pas en pratique, allez, je vais être un peu... je ne vais pas être pessimiste et plutôt optimiste et je vais dire que, allez, dans 2 semaines, vous l'aurez oublié. Alors que si, après avoir participé à cet atelier, vous allez vous rentrer chez vous, vous faites une étude de la concurrence si vous êtes entrepreneur, vous appelez un prospect et vous testez le prix que vous avez identifié, déterminé et construit lors de votre stratégie de négociation. Si vous rentrez chez vous et que vous déterminez votre rémunération en faisant le calcul salaire fixe, salaire variable, avantage en nature, et qu'ensuite vous mettez en place une stratégie, vous posez les vraies questions, qu'est-ce que moi je veux, et ensuite une stratégie de négociation avec la fourchette de négociation, les 4 chiffres, ensuite avec la liste d'avantages en nature, et que vous prenez rendez-vous, vous posez vos CV sur un site de recherche d'emploi, que vous prenez, qu'on vous appelle et que vous acceptez, et que vous allez faire un entretien sur lequel il y a 0 enjeu, là vous êtes dans la pratique. Là, vous avez fait vos devoirs, et là, vous mettez en pratique ce que vous venez d'apprendre. Parce qu'en réalité, apprendre à déterminer sa juste valeur, c'est pas compliqué. C'est juste de la connaissance. Et le savoir, c'est le pouvoir. Et je pense qu'il est grand temps qu'on prenne tout le pouvoir, en tout cas sur nos vies. Voilà. Merci beaucoup. C'était parfait, merci beaucoup INSAF, c'était super. Dis-moi, cette méthode, comment l'as-tu conçue ? En fait, moi j'ai une formation d'avocate et donc je travaille dans la finance. Et dans la finance, on nous apprend très rapidement que la loi de la finance, c'est l'offre et la demande. Et il y a un marché pour tout. Il y a un marché pour la baguette, il y a un marché pour le charbon, il y a un marché pour le pétrole, il y a un marché pour les produits, ce qu'on appelle dérivés, il y a un marché pour tout. Et du coup, moi, en étant évidemment avocate et ensuite juriste financier, ce que je faisais, c'était négocier des contrats toute la journée. Et en négocier ces contrats, j'ai développé des techniques de négociation. Et je me suis dit, mais mince, INSAF, si on transpose ces techniques de négociation à la rémunération, est-ce que ça ne permettrait pas d'empouvoirer les femmes et leur donner les clés pour pouvoir, à leur niveau, et en tout cas mettre tout ce qui est en mesure et qui est leur part de responsabilité à une certaine mesure, pour mettre un terme aux inégalités salariales et reprendre surtout le pouvoir sur nos vies. Parce que l'argent, c'est important. Alors, si tu me le permets, je vais raconter une anecdote qui te concerne et qui me concerne pour dire à quel point, effectivement, un jour, je me suis retrouvée à mettre en pratique ta méthode avec toi-même.
et j'ai eu très peur. C'est pas évident de négocier, comme tu l'as dit, et de dire non, mais en fait, là, je voudrais, mais je ne peux pas, et comment je fais pour lui dire, parce qu'en même temps, en plus, maintenant, on est amis, ça devient très compliqué tout ça. Sauf que quand on vend ses prestations, parfois, il y a des liens qui se créent, et c'est pas évident, mais comme dans le travail en entreprise, où parfois, on est devenu proche même d'un N+1 ou d'une N+1, et c'est compliqué. Il y a quelque temps, INSAF, sur un site, enfin pas un site, un WhatsApp, hein, d'un groupe où on est, voilà, où on se retrouve entre entrepreneurs amis, a envoyé un message pour trouver quelqu'un pour faire l'accompagnement d'une personne dans la prise de parole. Une autre amie, ici présente, l'a renvoyé sur moi. Et donc, INSAF m'a contactée en me disant « Génial, tu pourrais faire ça ». Donc, on en parle un petit peu et je dis « Oui, c'est vrai, je le fais en one-to-one ». Voilà, des moments pour exercer, pour préparer les gens à des prises de parole. Et donc, on parle de ça et arrive la question cruciale à un moment. Et INSAF me dit « Bon, en revanche, je suis désolée, il n'y a pas de budget, il n'y a pas d'argent ». Et là, je dis « Oh, encore, c'est compliqué tout ça ». Et donc, il y a un petit... Parce que c'est, comme tu l'as dit, et je pense que c'est précieux le fait de s'entraîner. Je ne m'étais pas entraînée. Donc, spontanément, on sait quelle est la réponse qui nous correspond et qu'on peut donner. C'est-à-dire, moi, pendant 4 ans, depuis 4 ans où je développais mon entreprise, il y a eu 3 années où je n'ai pas su du tout négocier. Donc, c'était très compliqué financièrement. Et je savais que même si là, je commençais à pouvoir financièrement accepter, il y a des limites à ne pas dépasser psychologiquement et moralement. Et moi, je savais que j'avais déjà atteint mon seuil et qu'en fait, je ne pouvais plus dire oui, ce qui était compliqué parce que maintenant que c'était une amie, c'est là où je ne pouvais pas dire oui. Et je n'ai pas dormi de la nuit. J'ai commencé à envoyer à désapprendre toutes les choses pour lesquelles nous avons pris l'habitude de nous excuser. Comme s'excuser de faire face à son employeur, entreprise, client, peu importe, État, et de lui dire « j'ai besoin que tu me rémunères à ma juste valeur ». Donc c'est un atelier de 4 heures, non, c'est un atelier d'1 demi-heure, suivi d'une discussion. Donc je vais être plutôt rapide, mais je vais vous partager des tips qui sont assez concrets et qui vont vous permettre, en quittant cette salle, d'être en mesure d'amorcer une vraie démarche pour être ensuite rémunéré à votre juste valeur. La première clé que je souhaiterais vous partager, avant toute chose, avant de parler de valeur, avant de parler de rémunération, etc., comme on est dans une démarche qui est factuelle et rationnelle, c'est de comprendre à quoi correspond la définition de la rémunération. Alors, comme je vous le disais, la rémunération, peu importe votre statut, que vous soyez employé, donc salarié, que vous soyez freelance, c'est-à-dire indépendante, entrepreneur, fonctionnaire de l'administration publique, contractuel de l'administration publique ou en recherche d'emploi, la rémunération se calcule de la manière suivante et est composée des 3 éléments suivants. Le salaire fixe, donc la rémunération brute qui est indiquée sur votre contrat de travail ou sur vos bulletins de salaire. Cette rémunération, elle est obtenue en multipliant le salaire brut par 0,77. Donc ça vous donne votre salaire net, donc ce que vous touchez dans votre poche à la fin du mois. Mais la rémunération ne se compose pas que du salaire brut. C'est aussi le salaire variable, qui correspond soit à une prime qui vient récompenser l'effort individuel, c'est la prime de fin d'année, la prime exceptionnelle, le bonus, ou une prime qui vient récompenser l'effort collectif, et c'est par exemple l'intéressement, la participation, etc. Ensuite, vous avez les avantages en nature. Et les avantages en nature, c'est un logement de fonction, une voiture de fonction, un chauffeur, la prise en charge des frais de scolarité pour vos enfants, la prise en charge de vos notes de frais, les tickets restaurants, le pass pour les transports publics, le téléphone, une connexion Internet, tout ce qui n'est pas de la monnaie sonnante et trébuchante, mais qui pourtant est un avantage en nature, donc correspond qui a une valeur monétaire. Donc maintenant qu'on est bien assises tout ensemble et qu'on est solide sur cette compréhension de la rémunération, je vais vous partager la clé numéro 2, qui est de déterminer ce que vous voulez. Donc la rémunération, pour moi, la négociation plutôt de rémunération, pour moi, elle peut se résumer assez simplement. C'est vous apprendre à déterminer ce que vous voulez et ensuite, comment le demander.
Donc là, pour cette clé numéro 2, on va aller un peu plus loin sur qu'est-ce que c'est déterminer ce que l'on veut. Alors, il est très important pour moi de vous partager cet élément-là, parce que dans l'imaginaire collectif, la notion de rémunération, elle cristallise un peu toutes les revendications qu'on peut avoir par rapport à notre environnement professionnel ou à notre carrière. Beaucoup pensent que la rémunération, c'est la clé et la réponse à tout. On n'est pas vraiment à l'aise sur le poste où on a envie de faire une reconversion professionnelle, mais on n'a pas encore le courage de se mettre en mouvement, ou la vie fait qu'on ne peut pas encore occuper le poste que l'on veut, et du coup on cristallise un peu toutes nos frustrations, notre ressenti sur le sujet de la rémunération. Non. Ce qui est important avant de réfléchir à demander une réévaluation ou un réajustement de tarifs ou de rémunération, c'est de réfléchir quel est votre besoin à vous. Soyez honnête et mettez-vous face à vous et vous-même et demandez-vous, est-ce qu'en réalité, ce dont j'ai envie, c'est de changer de métier? J'en ai marre de faire le métier que je fais. Aujourd'hui, je ne m'épanouis plus dedans. Aujourd'hui, ce que j'ai envie, c'est de lancer ma boîte. Aujourd'hui, ce dont j'ai envie, c'est de reprendre une formation pour pouvoir évoluer toujours au sein de ma boîte, mais sur un autre poste. Aujourd'hui, ce dont j'ai envie, c'est d'arrêter un peu l'entrepreneuriat parce que finalement, ça ne m'intéresse plus, et c'est de redevenir salarié. Bref, qu'est-ce qui est important pour vous? Est-ce que ce qui est plus important pour vous, c'est de changer d'environnement professionnel et de travailler pour une entreprise ou pour des clients qui partagent votre socle de valeurs? Tout ça pour vous dire que ce qui est le plus important, c'est de vous écouter, d'être transparente et honnête avec vous-même, et de ne pas succomber aux sirènes de la nouvelle mode qui vient d'être lancée sur Instagram. Donc, il faut être honnête avec vous-même, vous poser des questions claires sur ce que vous voulez et pas ce que l'on attend de vous. Votre famille, votre conjoint, vos enfants, votre cercle social, etc. Une fois que vous avez décidé, avant même de le décider, déterminer ce que vous voulez, il faut déterminer ce que vous valez. Ça veut dire quoi, déterminer ce que vous valez? Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous, qui êtes assises là, chacune d'entre vous est un produit qui se vend sur le marché du travail. Vos compétences, votre expertise, votre expérience a une valeur monétaire sur le marché du travail. Comme la baguette de pain, aujourd'hui, elle a une valeur sur le marché de la baguette de pain. Aujourd'hui, à Bordeaux, on peut dire qu'une baguette de pain, sa valeur monétaire, financière, c'est entre 80 centimes et 1,20 €. Si vous voulez prendre une baguette de pain qui est faite industriellement et qui est commercialisée par une grande enseigne commerciale ou un supermarché, vous allez la payer 80 centimes. Si par contre, votre kiff, c'est vraiment une baguette de pain faite par un super boulanger, un ouvrier qui utilise des très bons produits, vous allez plutôt la payer 1,20 €. Et si vous êtes un peu entre les deux, vous allez prendre la médiane et vous allez aller voir un boulanger qui fait une baguette de pain à 1 €, 1,10 €, etc. Vous, c'est pareil. Je veux que vous vous visualisez comme une baguette de pain. Pourquoi je vous donne cet exemple-là? C'est parce qu'il est très parlant. Vous êtes, vos compétences, votre expertise et votre expérience ont une valeur sur le marché du travail. Alors vous allez me dire, INSAF, oui, on entend ce que tu nous dis, mais concrètement, comment ça se matérialise? Parce que finalement, le marché du travail, c'est hyper virtuel. Alors moi, je suis là pour vous donner les clés pour aller déterminer et comprendre quelle est la valeur monétaire et financière de vos compétences, de votre expertise et de votre expérience. Et donc, vous allez aller rechercher sur le marché du travail qui est composé de quoi? De job boards. Les job boards, c'est quoi? C'est tous les sites, Monster, je ne vais pas les citer, l'APEC, etc. Je ne vais pas tous les citer. Mais en gros, c'est des plateformes sur lesquelles vous avez une offre et une demande. Les offres d'emploi et les demandes de personnes qui sont en recherche d'emploi. De manière générale, sur ces plateformes-là, vous avez énormément d'annonces, et les annonces, à la fin, elles indiquent une fourchette de salaire pour le profil qu'elles recrutent. En tout cas, qu'elles cherchent à recruter. Mais des fois, ce n'est pas le cas. Dans ce cas-là, il faut que vous continuiez votre travail d'investigation et de taper sur Internet et de regarder si vous pouvez retrouver des guides de rémunération. Il y a de grands cabinets de recrutement type Michael Page, Robert Half, AIS, etc. Toutes les années,
il publie sur Internet, et c'est parfaitement gratuit, des études de rémunération. Et là, vous avez des fourchettes de rémunération en fonction de votre métier, de votre industrie, de votre formation, de vos années d'expérience, etc. Donc déjà, ça va vous permettre de créer un faisceau d'indices qui vous permet de vous rapprocher un petit peu plus à chaque fois vers une fourchette qui est vraiment représentative de votre profil. Si vous êtes entrepreneur ou si vous êtes un freelance, indépendante, c'est légèrement différent. Ce qui est intéressant, c'est de regarder ce que fait la concurrence. C'est ce qu'on appelle faire une étude de la concurrence. De regarder, par exemple, pour une prestation qui est X, combien celle-ci elle est vendue par différents cabinets de prestations. Peut-être qu'un cabinet qui fait de la qualité plutôt basse va la vendre à 10 et le cabinet plutôt élevé à 20. Et là, vous pourrez, en fonction du niveau de qualité de votre prestation, vous insérer soit plutôt vers 10, soit plutôt vers 20. Déterminer également sa valeur sur le marché du travail, sa juste valeur sur le marché du travail, c'est aussi sortir de sa zone de confort et d'aller chercher l'information là où elle se trouve. L'information, elle se trouve où ? Elle se trouve chez les personnes qui effectuent le même métier que vous ou qui effectuent le métier auquel vous avez des velléités d'accéder. Bref, c'est d'aller demander les personnes qui sont dans votre région, parce qu'on n'est pas payé pareil à Paris et à Bordeaux, à Paris et à Clermont-Ferrand, à Paris et aux États-Unis. Donc, d'identifier des personnes qui sont dans votre région, qui ont à peu près votre même profil, ou en tout cas qui s'en rapprochent, et leur poser la question. Alors là, vous allez me dire, INSAF, on est en France, le sujet de l'argent, c'est hyper tabou. Je ne sais pas comment faire, moi, c'est très délicat, même limite un peu impoli, d'aller voir mes amis ou des personnes que je connais que très peu et leur demander quelle est leur rémunération. C'est vrai. Par contre, ce que vous pouvez leur demander, c'est de vous donner une idée, une fourchette de rémunération. Vous pouvez très bien leur dire, par exemple, et c'est là où c'est très important, et je le dis et le redis, de faire partie de réseaux bienveillants féminins, parce que c'est des réseaux de soutien, de support dans lesquels l'information circule et vous pouvez leur demander de manière très ouverte et transparente vraiment une fourchette de rémunération. Mais mettons l'hypothèse que vous venez de déménager à Bordeaux, vous venez de Ouagadougou, donc vous ne connaissez personne en France, vous arrivez à Bordeaux, vous étiez freelance, vous devenez salarié, donc voilà, changement de statut, changement de pays, changement d'environnement, donc vous n'avez plus du tout vos repères, mais vous avez tout de même un entretien et vous souhaitez savoir quelle est votre juste valeur sur le marché du travail. Si vous êtes dans cette situation-là, la meilleure, et de toute manière, dans n'importe quelle situation où vous êtes, le meilleur moyen, comme je vous le disais tout à l'heure, pour déterminer votre juste valeur sur le marché du travail, c'est d'aller chercher l'information à la source. Et la source, dans ce cas-là, c'est les recruteurs. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous postulez à une annonce sur laquelle il y a zéro enjeu, vous ne voulez pas de ce job. Donc déjà, vous allez dédramatiser la situation, vous n'allez pas du tout avoir une espèce d'épée de Damoclès émotionnelle qui va être là avec une voix dans votre tête qui vous dit non, ne te vends pas trop cher parce que sinon ils ne vont pas te prendre. Il y a zéro enjeu, donc vous pouvez être vous-même. Et vous allez demander au recruteur, lors du moment où, que ce soit au téléphone ou lors de l'entretien, quel est votre budget pour le poste proposé ? Il va vous dire, mon budget c'est 20, c'est 10, c'est entre 10 et 40, etc. Donc ça, c'est comment déterminer sa valeur sur le marché du travail, c'est-à-dire déterminer ce que vous valez. Si on reprend le fil de cette présentation et de cet atelier, on a vu que pour savoir comment négocier sa rémunération, il fallait comprendre ce que c'était une rémunération, déterminer ce que l'on veut, déterminer ce que l'on vaut, et déterminer ce que l'on vaut, ça veut dire déterminer sa valeur sur le marché du travail, et ensuite construire une stratégie de négociation. Pourquoi je vous dis construire une stratégie de négociation ? Parce que d'habitude, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi ça m'est arrivé, si on n'a pas nos idées qui sont très claires, posées, si rien n'a été fait de manière factuelle, rationnelle, vous arrivez lors d'un entretien, d'un job qui vous plaît, ou d'un job que vous devez prendre parce que la vie fait que vous n'avez pas le choix. Vous êtes face au recruteur, vous avez tout ce bagage émotionnel de devoir avoir ce job-là, un recruteur en face de vous, et quand il vous demande quelles sont vos prétentions salariales, vous lui donnez un chiffre qui, soit correspond à votre ancienne rémunération d'il y a 10 ans,
ou d'il y a 5 ans, ou d'il y a 2 ans, ou d'il y a 3 ans. Mais vous, entre-temps, vos compétences, elles ont augmenté, votre expertise aussi, votre expérience aussi. Donc ce que vous valiez sur le marché du travail il y a 10 ans, c'est plus du tout la même chose maintenant. Ce que vous valiez sur le marché du travail il y a 6 mois n'est plus du tout la même chose maintenant. Donc soit vous lui donnez ce chiffre-là, soit vous avez tellement envie d'avoir le job et vous avez tellement peur du rejet que vous lui donnez un chiffre qui est hyper bas. Bref, vous vous emmêlez les pinceaux et vous n'êtes pas votre meilleur ami à ce moment-là. Par contre, si vous construisez une stratégie de négociation en amont, c'est très simple la stratégie de négociation, il ne faut pas penser à des schémas, des graphiques, etc. La stratégie de négociation est composée de 4 chiffres. Ces 4 chiffres-là, c'est ce qu'on appelle la fourchette de rémunération que vous souhaitez obtenir. Premier chiffre, rémunération idéale. J'ai déterminé sur le marché du travail que ma rémunération est entre 10 et 15. Ma juste valeur sur le marché du travail est entre 10 et 15. Alors ma rémunération idéale va être à 15. Ensuite, deuxième chiffre, votre rémunération réalisable. J'ai déterminé sur le marché du travail que ma rémunération, ma juste valeur sur le marché du travail était entre 10 et 15. La rémunération réalisable, ça va être un chiffre autour de 13-14. Je vais mettre 13. La rémunération acceptable. C'est un chiffre en deçà de ce que j'espérerais, mais avec lequel je suis tout à fait OK, parce que de toute façon, il est dans la fourchette qui reflète ma juste valeur sur le marché du travail. Là, entre 10 et 15, la rémunération acceptable, si on me propose 11, je suis OK. Et le no-go, c'est le chiffre en deçà duquel vous allez refuser une prestation, un poste, ou qui va déclencher chez vous l'envie d'aller voir un petit peu ailleurs comment ça se passe si vous êtes déjà en poste. Pourquoi je vous dis qu'il est hyper important d'avoir ces 4 chiffres en tête? Parce que si vous êtes dans une discussion et qu'on vous dit « Bon OK, moi ce que je vous propose comme rémunération, Madame Elassini, c'est 9. » Si moi j'ai pas fait tout ce travail en amont et qu'en plus je suis un peu en difficulté en ce moment et que je dois accepter un job, je vais dire oui. Et puis je vais prendre le job à 9, alors que ma valeur, la valeur de mes compétences, de mon expertise et de mon expérience, elle est entre 10 et 15. Je vais prendre le job, je vais faire le job. Et puis un jour, au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans, je vais m'apercevoir à la machine à café que mon collègue qui fait la même chose que moi, ou ma collègue qui fait la même chose que moi, est à 15. Et là, je vais me dire, INSAF, c'est dommage. Et je vais commencer à développer du ressenti contre moi-même, de la culpabilité, du ressenti envers mon entreprise ou mon client, etc. Et plein d'émotions négatives. Alors que si dès le début, je sais, j'ai fait mon travail avant, je sais que ma juste valeur sur le marché du travail est entre 10 et 15, et qu'en face de moi, j'ai un employeur qui me propose 9, ça veut dire déjà, dès le départ, que ce n'est pas un employeur qui veut vous rémunérer à votre juste valeur. Parce qu'un recruteur ou un employeur qui est plutôt juste, et qui n'est pas un employeur ou un recruteur ou un client qui a envie de profiter de votre vulnérabilité de quelque manière qu'elle soit, il va vous proposer une rémunération qui est dans cette fourchette de la juste valeur de vos compétences, de votre expertise et de votre expérience. Donc rappelez-vous, une stratégie de négo, c'est pas compliqué, c'est juste 4 chiffres. Rémunération idéale, rémunération réalisable, rémunération acceptable et chiffre no-go. Donc chiffre seuil. Ensuite, une fois que vous avez établi tous ces chiffres-là, qui sont 4, c'est pas énorme, je vais vous partager quelque chose qui pour moi est une botte secrète. Et la botte secrète, c'est la liste des avantages en nature. Qu'est-ce que c'est les avantages en nature? C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Les avantages en nature, c'est une voiture de fonction, l'école pour ses enfants, un pass pour les transports en commun, des tickets restaurants. Voilà, ça peut être des choses diverses et variées. Émettons l'hypothèse, donc vous l'idée avec cette liste d'avantages en nature, c'est que c'est votre liste au Père Noël. Vous listez tous les avantages que vous souhaiteriez obtenir de la part d'un employeur. Dans un monde idéal, bien sûr. Une fois que vous avez établi cette liste-là, et que, émettons l'hypothèse, vous êtes face à un job que vous vouliez, vous passez tous les stades des entretiens, vous arrivez au dernier moment où on parle rémunération, et vous vous apercevez que votre employeur vous propose 9, alors que votre valeur sur le marché du travail, elle est entre 10 et 15. Vous faites quoi? Soit vous faites un choix cornélien, soit vous faites intervenir votre liste d'avantages en nature.
Et là, vous pouvez lui dire, écoutez, vous n'êtes pas sans savoir que 9, ce n'est pas représentatif de la juste valeur d'un profil comme le mien sur le marché du travail. Néanmoins, le contenu et le contenant de la mission m'interpellent. Donc ce que je peux vous proposer pour rééquilibrer les choses, c'est de m'ajouter des voitures de fonction, une voiture de fonction, me payer une formation, de la flexibilité, des parts sociales si vous travaillez pour une petite PME ou une start-up. Si vous êtes freelance ou indépendante, vous pouvez lui dire de la publicité, des recommandations. Si vous êtes entrepreneur, vous pouvez accepter un prix qui est légèrement en dessous, mais lui demander de multiplier le volume des ventes. Bref, vous équilibrez, vous modulez, et à la fin, lorsque vous faites votre calcul de votre rémunération variable, avantage en nature et fixe, vous vous apercevez que vous êtes dans la tranche de votre juste valeur sur le marché du travail. Enfin, règle numéro 4, négocier sa juste valeur sur le marché du travail, c'est apprendre à demander ce que vous voulez. Pourquoi c'est important d'apprendre à demander ce que l'on veut? Parce que la vie, c'est de la sémantique. Et ce qu'on nous demande dans le marché du travail et le monde de l'entreprise, d'une manière très générale, je ne parle pas juste des entreprises qui emploient des personnes, c'est de savoir demander les choses. Et la première chose à faire, si vous voulez vraiment apprendre à demander ce que vous valez, mesdames, c'est d'entrer dans le game. Ça veut dire quoi, entrer dans le game? Ça veut dire qu'on vit dans un monde, et ce monde-là a des règles du jeu. Et avant de vouloir jouer, de masteriser le jeu, il faut en comprendre les règles. Je traduis. Ça veut dire quoi dans le monde du travail? Ça veut dire qu'il faut comprendre votre environnement de travail. Quelle est votre culture d'entreprise? Quels sont les enjeux de votre hiérarchie? Qu'est-ce que vous pouvez demander? Qu'est-ce qui est faisable? Il y a des entreprises qui sont prêtes à payer des formations, donner plus de flexibilité, par exemple un 4/5e payé plein temps, plutôt qu'une augmentation de rémunération, parce qu'en termes de trésorerie, c'est compliqué. Elles ne sont pas contre vous rémunérer à votre juste valeur et rémunérer votre contribution au fait que l'entreprise grandit. Néanmoins, ils ne peuvent pas le faire avec des primes avec des primes, tout simplement. Si vous savez ça, vous allez pouvoir déjà mettre en place votre stratégie. Pareil, il y a des clients avec lesquels, malheureusement, c'est un petit peu compliqué en ce moment, vous ne pouvez pas augmenter vos tarifs. Par contre, vous pouvez peut-être augmenter votre volume des ventes. Vous pouvez peut-être les faire acheter un autre service. Bref, il faut comprendre les règles de jeu de votre relation de travail entre vous et votre client, entre vous et vos clients quand vous êtes entrepreneur et que vous proposez un service ou un produit, et entre vous et votre entreprise lorsque vous êtes salarié. Et évidemment, quand vous êtes contractuel ou fonctionnaire de l'administration publique, entre vous et l'administration publique. Une fois que vous avez compris les règles, il faut apprendre à les maîtriser. Ça veut dire quoi, maîtriser les règles du jeu? Encore une fois, ça a l'air très abstrait, mais je vais tout concrétiser. Ça veut dire qu'il faut choisir votre moment. Ne vous le laissez pas imposer. Par exemple, pour celles qui travaillent déjà en entreprise, excusez-moi. Non, ça va, c'est pas moi. Mais elle coule pas. Donc pour celles qui travaillent déjà en entreprise, elles attendent toujours le moment de leur entretien annuel pour demander une augmentation. Non, mesdames. Si vous souhaitez obtenir une augmentation de rémunération, il faut la demander en amont. Parce que si vous attendez que l'entretien annuel se passe, ce que vous allez recevoir comme réponse, INSAF, c'est dommage, si tu m'en avais parlé avant, j'aurais remonté ton point, mais là, l'enveloppe des augmentations est telle quelle que cette année, je ne peux pas t'augmenter. Si vous attendez, par exemple, avec votre client, si vous ne choisissez pas votre moment, il peut vous dire « Non mais attends, tu m'as pas préparé en amont, INSAF, moi je t'ai persuadé que notre accord était pour tout le temps qui est imparti, pour les 2 ans de notre contrat. Il fallait me préparer en amont pour me dire qu'au bout de 6 mois, tu voulais augmenter, ou au bout d'1 an, ou au bout d'1 an et demi, tu voulais augmenter ton tarif. » Donc vous choisissez votre moment, vous ne vous le laissez pas imposer. Ensuite, il faut utiliser le bon verbatim. Comme je vous ai dit, la vie c'est une question de sémantique. Si je vais voir mon client et que je lui dis « Écoute, client, aujourd'hui, j'ai décidé d'augmenter mes tarifs », il va avoir tous les voyants rouges qui s'allument dans sa tête. « Mon Dieu, transpiration, etc. » Pareil, si je vais voir mon N+1
et que je lui demande « Écoute, aujourd'hui, moi je trouve que ma contribution est bien supérieure à ma rétribution, donc j'aimerais avoir une augmentation de rémunération. » Pareil, transpiration, comment lui il va gérer ça avec sa hiérarchie, ou elle, etc. En revanche, si je dis « Ma valeur sur le marché est entre 10 et 15, or aujourd'hui, ma rémunération est à 8, j'aimerais un rééquilibrage ou un réajustement. » Lui, il va se dire, ou elle va se dire, effectivement, il faut rééquilibrer les choses, parce qu'elles sont déséquilibrées. Ce n'est pas une augmentation de rémunération ou de tarif avec tout le bagage émotionnel qu'il y a derrière. Ensuite, il faut être force de proposition. Il faut pas, les gens, ce qu'il faut vous dire, c'est que tout le monde a des problèmes. Tout le monde a des choses auxquelles ils doivent penser. Et ce n'est pas parce que c'est un manager ou que c'est une entreprise ou que c'est un client qu'il n'a pas ou qu'elle n'a pas de choses, comme on dit, sur sa table à penser et à réfléchir. Si vous arrivez et que vous lui mettez une énième chose sur sa table à gérer, un autre problème à solutionner, il va se dire non, mais non, franchement, non, je suis désolée, mais ça va être non. Peut-être la prochaine fois, mais cette fois-ci, ce n'est pas possible. En revanche, si vous décidez d'avoir une démarche de créatrice de solutions, de facilitatrice, écoute client ou écoute employeur, ma rétribution aujourd'hui, ma rémunération est en dessous de ma juste valeur sur le marché du travail, puisque ma juste valeur sur le marché du travail est entre 10 et 15. Mais attends, INSAF, qu'est-ce qui te fait dire ça? Comment tu sais qu'elle est entre 10 et 15? Parce que sur le marché du travail, c'est entre 10 et 15, j'ai fait des vérifications. Par ailleurs, je peux t'inviter à aller vérifier tout ça. Il va vérifier. Pourquoi je vous dis ça? Et pourquoi je vous ai fait tout ce laïus et tout ce raisonnement en amont? Parce qu'en fait, si vous allez récupérer l'information là où elle se trouve, c'est-à-dire sur le marché du travail, c'est factuel, c'est rationnel et c'est facilement vérifiable. Et tout ce qui est facilement vérifiable est difficilement contestable. Donc même si au départ, il ou elle conteste, il va aller interroger son service RH, il va aller faire son étude de la concurrence si vous êtes par exemple indépendante, il va s'apercevoir, ou elle va s'apercevoir, qu'effectivement, vous êtes dans le juste. La juste valeur de votre prestation ou de votre profil si vous êtes en entreprise, c'est entre 10 et 15. C'est vérifiable. Donc pour reprendre ce que je disais, écoute, ma juste valeur sur le marché du travail, la juste valeur de mes prestations, de mon service sur le marché du travail est entre 10 et 15. Je m'aperçois qu'aujourd'hui mon tarif est à 8 ou ma rémunération est à 8. J'aimerais effectuer un rééquilibrage de tarif ou un réajustement de rémunération. C'est pas possible, en ce moment c'est compliqué, nous n'avons pas d'argent. Ok, dans ce cas-là, j'aimerais obtenir un 4/5e à la place d'un plein temps. Ok, dans ce cas-là, j'aimerais obtenir une augmentation du volume des ventes. Ok, dans ce cas-là, ce que je te propose, c'est de me donner plus de jours de vacances. Ok, dans ce cas-là, j'ai développé un autre service, tu t'engages à l'acheter. Vous voyez, c'est à ce moment-là où vous faites intervenir votre liste d'avantages en nature, entre guillemets, et où l'un dans l'autre, en modulant tout ça, vous arrivez à finaliser une discussion qui n'est pas conflictuelle, qui est dans l'échange, où vous indiquez, pas un problème, mais quelque chose qui est du niveau du déséquilibre, et vous apportez les solutions pour le rééquilibrer. Vous ne perdez pas votre client, vous ne risquez pas de mettre en danger votre relation avec votre hiérarchie, on est dans un rapport de collaboration, et il n'y a aucune domination. Enfin, négocier sa juste valeur, c'est s'entraîner. Tout ce que je vous ai dit aujourd'hui et cet après-midi, c'est super. Mais si vous ne le mettez pas en pratique, allez, je vais être un peu... je ne vais pas être pessimiste et plutôt optimiste et je vais dire que, allez, dans 2 semaines, vous l'aurez oublié. Alors que si, après avoir participé à cet atelier, vous rentrez chez vous, vous faites une étude de la concurrence si vous êtes entrepreneur, vous appelez un prospect et vous testez le prix que vous avez identifié, déterminé et construit lors de votre stratégie de négociation. Si vous rentrez chez vous et que vous déterminez votre rémunération en faisant le calcul salaire fixe, salaire variable, avantage en nature, et qu'ensuite vous mettez en place une stratégie, vous posez les vraies questions, qu'est-ce que moi je veux, et ensuite une stratégie de négociation avec la fourchette de négociation, les 4 chiffres, ensuite avec la liste d'avantages en nature, et que vous prenez rendez-vous, vous posez vos CV sur un site de recherche d'emploi,
que vous prenez, qu'on vous appelle et que vous acceptez et que vous allez faire un entretien sur lequel il y a 0 enjeu, là, vous êtes dans la pratique. Là, vous avez fait vos devoirs. Et là, vous mettez en pratique ce que vous venez d'apprendre. Parce qu'en réalité, apprendre à déterminer sa juste valeur, c'est pas compliqué. C'est juste de la connaissance. Et le savoir, c'est le pouvoir. Et je pense qu'il est grand temps qu'on prenne tout le pouvoir, en tout cas sur nos vies. Voilà. Merci beaucoup. C'était parfait, merci beaucoup INSAF, c'était super. Dis-moi, cette méthode, comment l'as-tu conçue ? En fait, moi j'ai une formation d'avocate et donc je travaille dans la finance. Et dans la finance, on nous apprend très rapidement que la loi de la finance, c'est l'offre et la demande. Et il y a un marché pour tout. Il y a un marché pour la baguette, il y a un marché pour le charbon, il y a un marché pour le pétrole, il y a un marché pour les produits, ce qu'on appelle dérivés, il y a un marché pour tout. Et du coup, moi, en étant évidemment avocate et ensuite juriste financier, ce que je faisais, c'était négocier des contrats toute la journée. Et en négocier ces contrats, j'ai développé des techniques de négociation. Et je me suis dit, mais mince, INSAF, si on transpose ces techniques de négociation à la rémunération, est-ce que ça ne permettrait pas d'empouvoirer les femmes et leur donner les clés pour pouvoir, à leur niveau, et en tout cas mettre tout ce qui est en mesure et qui est leur part de responsabilité à une certaine mesure, pour mettre un terme aux inégalités salariales et reprendre surtout le pouvoir sur nos vies. Parce que l'argent, c'est important. Alors, si tu me le permets, je vais raconter une anecdote qui te concerne et qui me concerne pour dire à quel point, effectivement, un jour, je me suis retrouvée à mettre en pratique ta méthode avec toi-même. Et j'ai eu très peur. C'est pas évident de négocier, comme tu l'as dit, et de dire non, mais en fait, là, je voudrais, mais je ne peux pas. Et comment je fais pour lui dire ? Parce qu'en même temps, en plus, maintenant, on est amis, ça devient très compliqué tout ça. Sauf que quand on vend ses prestations, parfois, il y a des liens qui se créent et c'est pas évident. Mais comme dans le travail en entreprise, où parfois, on est devenu proche même d'un N+1 ou d'une N+1, et c'est compliqué. Il y a quelque temps, INSAF, sur un site, enfin, pas un site, un WhatsApp, hein, d'un groupe où on est, voilà, où on se retrouve entre entrepreneurs amis, a envoyé un message pour trouver quelqu'un pour faire l'accompagnement d'une personne dans la prise de parole. Une autre amie, ici présente, l'a renvoyé sur moi. Et donc, INSAF m'a contactée en me disant « Génial, tu pourrais faire ça ». Donc, on en parle un petit peu et je dis « Oui, c'est vrai, je le fais en one-to-one ». Voilà, des moments pour exercer, pour préparer les gens à des prises de parole. Et donc, on parle de ça et arrive la question cruciale à un moment. Et INSAF me dit « Bon, en revanche, je suis désolée, il n'y a pas de budget, il n'y a pas d'argent ». Et là, je dis « Oh, encore, c'est compliqué tout ça ». Et donc, il y a un petit... Parce que c'est, comme tu l'as dit, et je pense que c'est précieux le fait de s'entraîner. Je ne m'étais pas entraînée. Donc, spontanément, on sait quelle est la réponse qui nous correspond et qu'on peut donner. C'est-à-dire, moi, pendant 4 ans, depuis 4 ans où je développais mon entreprise, il y a eu 3 années où je n'ai pas su du tout négocier. Donc, c'était très compliqué financièrement. Et je savais que même si là, je commençais à pouvoir financièrement accepter, il y a des limites à ne pas dépasser psychologiquement et moralement. Et moi, je savais que j'avais déjà atteint mon seuil et qu'en fait, je ne pouvais plus dire oui, ce qui était compliqué parce que maintenant que c'était une amie, c'est là où je ne pouvais pas dire oui. Et je n'ai pas dormi de la nuit. J'ai commencé à envoyer ouais, voilà, témoignage en direct. Et le lendemain, je partais animer une convention et j'ai envoyé un petit message à INSAF, voilà, un SMS tout simple pour finalement dire la situation et dire écoute, gratuitement ça comme ça, je ne peux pas, mais je pense qu'on peut trouver une solution. Et à part, tu vois, je me rappelais qu'elle parlait qu'il faut trouver des solutions. Et évidemment, elle m'a tout de suite répondu oui, bien sûr, on s'appelle dès que tu as fini ta convention. Et en fait, on a trouvé une solution. Et alors, techniquement parlant, par exemple, il y avait un atelier animé derrière. Moi, je n'anime pas d'atelier, c'est pas mon métier. En revanche, j'ai des prestataires et des spécialistes que j'ai identifiés qui sont dans ma société et que je peux proposer.
Et en fait, on a trouvé l'arrangement. Ma société a décroché un contrat et moi, j'ai pu accompagner, parce que c'était dans un autre cadre, sans me faire payer cette prestation-là, dans un accompagnement qui, en plus, s'est révélé être une formidable rencontre. Et donc, finalement, en cherchant une solution, ça a ouvert plein de choses. Moi, j'ai décroché un nouveau contrat pour ma société, j'ai fait une nouvelle merveilleuse rencontre et avec INSAF, j'ai pu expérimenter ta méthode et me dire que ça marchait. Et c'est pour ça que j'avais vraiment envie de pouvoir le partager. Je n'avais pas anticipé avant, mais c'est en t'écoutant, parce que ça fait très peur tout ça en fait. C'est pas évident. Et particulièrement quand il y a aussi le temps dans la reconversion où parfois dans un univers on a fini par... On savait, on connaît les tarifs d'un métier et dans un domaine et d'un niveau de poste. Et puis parfois, quand on change de domaine dans une reconversion, ou bien quand on garde son champ de compétences mais qu'on le vend à des clients, on le vend à des clients qui sont dans des domaines différents. Et on ne connaît plus la valeur que ça a dans ces domaines-là. Est-ce que les gens sont prêts à payer pour ça? Et c'est vraiment une vraie problématique. Et donc là, je réécoutais, ça faisait un petit moment que je n'avais pas revu ton atelier, et en l'écoutant, j'ai repris des notes. et je me disais que c'était vraiment très, très précieux. Donc en tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. INSAF est là. Et si vous avez même des questions ou des cas concrets que vous êtes en train de vivre, allez-y. On vous laisse le micro et la parole. Et sinon, je circule dans les allées et je donne le micro et vous êtes obligés de prendre la parole. Est-ce que vous vous posez des questions? Ah, un hochement de tête, j'y vais. Pourquoi avez-vous hoché la tête sur le... Est-ce que vous vous posez des questions? Oui. Bonjour INSAF. Bonjour. Maëlys Bonnard, moi je suis ingénieure qualité dans l'aéronautique et je suis revenue pour vous écouter parce que comme la jeune femme, je trouve que vous avez de très bons conseils. Je vous avais entendu il y a 5 ans. Ça m'avait... En fait, vous avez semé des petites graines et il n'y a pas longtemps, j'ai changé de société et j'ai très bien su me vendre. Donc en un an, j'ai changé de société deux fois en un an, 2 fois en 2 ans. Et j'ai monté de 8 kilos euros quand même. Et c'est grâce à vous parce que vous aviez vraiment été persuasive. Donc c'était pas tout de suite, mais c'était, on va dire, 3 ans après. Aujourd'hui, je suis dans un autre cas de figure, donc j'ai choisi de faire une rupture conventionnelle avec ma société qui ne veut plus du tout se développer sur la région. Donc mon directeur a été licencié, etc. Donc moi, j'ai choisi vraiment de rester sur la région. Donc rupture conventionnelle, je me retrouve en position non pas de force, mais de me dire est-ce que je dois correspondre effectivement à une fourchette. Mais quelle fourchette? Parce que du coup, moi, je suis à 40 kilos euros et je me dis ma fourchette, elle va aller en descendant puisque je ne suis plus en position de force, puisque je suis demandeuse d'emploi depuis 1 mois. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que la fourchette, comment est-ce qu'on calcule notre fourchette quand on n'est plus en poste, donc plus en position de force? Voilà, merci. Alors, il y a 2 choses qui il y a 2 choses qui m'interpellent dans ce que tu viens de dire. Mais déjà, avant de commencer, bravo. Franchement, bravo. Parce que, en fait, l'argent, ça représente quoi? Ça représente la valeur de ce que tu apportes comme contribution à un monde de l'entreprise, un environnement culturel, un petit monde qui est une entreprise X, un petit monde qui est le monde dans l'entrepreneuriat, dans les luminaires, bref. Et c'est ta contribution à toi. Donc, savoir qu'à un moment donné, arrêter d'être dans la salle d'attente de sa vie et devenir le capitaine de son bateau et de se dire maintenant je défends ma juste valeur, déjà ça c'est un grand pas. Et après y arriver, alors double bravo. Parce que c'est pas un exercice qui est facile. Ensuite, il y a 2 choses qui m'interpellent dans ce que tu viens de dire. La première chose, si tu as dit là c'est moi qui suis en position de force. En fait, si tu veux réussir dans la négociation de manière générale, il faut que tu enlèves de ta tête l'éventualité que ce rapport que tu as avec toi et une entreprise, même si c'est un géant du CAC 40 et qu'ils ont évidemment plus d'assises que toi, tu n'es pas dans un rapport de domination. C'est un rapport de collaboration. À partir de du moment où tu clarifies ton cerveau et tu clarifies tes esprits et tu dis, même si en face de toi, ils sont un peu en mode rapport de domination, qui a le pouvoir sur qui? Si toi, tu ne serait-ce que verbaliser le fait de dire, écoutez, on est dans le cadre d'une rupture conventionnelle, donc il y a un accord des 2 parties, sinon on serait sur un licenciement.
moi, j'ai envie de collaborer avec vous pour trouver une solution équilibrée. Parce qu'au final, c'est l'équilibre le plus important. Parce que si toi, tu es floué, tu vas les attaquer en justice. Tu vas perdre du temps, de l'argent, de l'énergie et peut-être des cheveux blancs et des super nuits qui seront blanches plutôt que régénératrices et réconfortantes. Alors que si et eux, ils vont perdre de l'argent, du temps, de l'énergie et plein d'autres choses également. Alors que si tu es dans un rapport de collaboration où tu dis « Moi, mon objectif, c'est pas de vous flouer, je veux pas que vous me flouiez non plus, mais j'envoie cette énergie-là de dire « Moi, je suis là pour qu'on trouve une solution, pour que moi, j'y trouve mon compte et vous, vous y trouvez votre compte. Et au final, tout le monde sort de cette salle-là plutôt satisfait parce que tout le monde est content. » Ben là, tu vas plutôt y arriver. Et je pense qu'en amorçant déjà, une discussion de cette manière avec ton employeur, je pense que tu vas lui mettre peut-être une claque qui va être une claque bénéfique parce qu'il y a plusieurs entreprises, malheureusement, comme elles ont été créées par des hommes pour des hommes sur des valeurs de masculinité, de virilité, c'est qui le plus fort sur qui, c'est le rapport de force, on voit tous, je veux dire, on vient quand même d'une culture du monde de l'entreprise qui est basée sur qui impose quoi à qui d'autre, plutôt que sur un rapport de collaboration. Écoutez, moi je comprends votre position, vous avez envie de partir de la région, par contre ma position c'est que moi je ne peux pas partir comme ça, il y a des choses qui sont légales auxquelles j'ai droit, j'aimerais qu'on trouve un accord. Tu trouveras un accord. Il n'y a pas de raison. Mais déjà, amorcer cette discussion-là, c'est hyper important. Et ensuite, de toute manière, il faut connaître ton environnement. Et ça, c'est hyper important. Si tu es dans le cadre d'une rupture conventionnelle, c'est quoi une rupture conventionnelle ? Je vais faire des recherches, j'essaie de comprendre pourquoi, comment ça s'articule, on a légiféré sur le sujet, à quoi j'ai le droit, à quoi j'ai pas le droit, quelle est la pratique dans l'entreprise. Enfin voilà, essayer de entrer dans le game, comme je disais tout à l'heure, connaître les règles du jeu de l'environnement dans lequel tu te trouves pour pouvoir être force de proposition et d'apporter limite la solution sur un plateau d'argent. Et en plus, tu auras en face de toi des gens qui seront très contents et ravis de ne pas avoir à réfléchir à une solution pour toi. Voilà. Une autre question ? Alors, on fera à la fin, Sacha, d'accord ? Je vais proposer encore le micro et après, je te le donnerai. D'accord ? Une autre question ? Oui. Merci. Merci. Bonjour, et moi aussi, je dirais qu'il y a 2 ans, je vous ai écouté, j'ai beaucoup aimé, mais visiblement, j'ai pas dû retenir les leçons suffisamment. Mais à l'époque, j'avais pas créé mon entreprise, maintenant je l'ai créée. Je suis coach en cours de psychothérapeute et PNL, et j'ai un mal de chien. En fin de compte, avoir en face de moi des personnes dont je vois la capacité que j'ai à aider à guérir, en tout cas à trouver leur chemin, mais dont j'ai des grosses difficultés dès lors qu'il y a ne serait-ce qu'un sourcil qui se lève ou qui se baisse dès que mes tarifs sont annoncés, de les maintenir ou tout simplement même de les maintenir. Voilà, parfois ils s'envolent comme une fumée, c'est bizarre. Voilà, donc bon, faut pas venir m'appeler parce que ce sera gratuit parfois. Mais voilà, c'est souvent offert en fait. Et dès lors qu'il y a ça, c'est difficile. Et pourtant, je suis coach. Eh ben, c'est ce que je disais quand j'ai débuté cette présentation. En fait, c'est pas parce que tu peux être la meilleure à négocier pour ton entreprise, pour tes enfants, pour ta sœur, pour ta famille, pour quelqu'un d'autre. Tu peux être la meilleure. Même moi, j'ai dû travailler là-dessus. Pourtant, je fais des ateliers de négociation de rémunération. Pourquoi ? Parce que l'argent, quand il est dans le cadre professionnel, c'est la traduction en matériel, donc tu peux toucher, de ta valeur. Donc si toi, tu n'es pas convaincu de ta valeur, de la valeur du service que tu proposes, ou si tu es convaincu, mais que voilà, pour plusieurs raisons, et tes coachs, tu le sais, des fois, on est des produits d'un schéma familial, d'un schéma culturel, d'un schéma sociétal, et des fois, c'est très compliqué de remettre de l'ordre dans tout ça. Des fois, on est dans un process de remettre de l'ordre dans tout ça, et des fois, on n'est même pas au courant. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais, ce qui est hyper important pour dédramatiser la situation, et enlever tout ce qui est le côté émotionnel de rationaliser les choses. Je suis un coach en PNL et en d'autres choses. Mais je suis une coach, on va dire, en PNL.
Quelle est la valeur d'une coach en PNL, la valeur d'une prestation d'une heure sur le marché du travail? C'est entre 10 et 15, pareil comme tout à l'heure. Ok, chiffre réalisable, je fais ma stratégie de négo, je construis ma fourchette, etc. Pourquoi c'est très important de le faire? Pour savoir effectivement ce que l'on vaut, mais surtout pour rationaliser les choses. Si c'est rationnel, c'est pas du domaine de l'émotionnel, c'est du domaine du factuel. Ça peut pas être contesté puisque c'est vérifiable. C'est une formule mathématique. 1 plus 1 est égal 2. Qui va pouvoir te dire non? Pour moi, 1 plus 1 est égal 0,75. Non. 1 plus 1 est égal 2. Ça s'appelle une formule mathématique. La valeur de mes compétences, de mon expertise et de mon expérience en tant que coach en PNL est dans une fourchette entre 10 et 15. Donc, mes tarifs sont entre 10 et 15. Des fois, tu as des gens qui vont te dire... c'est des techniques, ça aussi. Tu as des clients, des entreprises, des recruteurs. Quoi? C'est 15? Ah non, mais c'est trop cher, c'est trop cher. Vous n'êtes pas sans savoir que la valeur d'un profil comme le mien, si vous êtes employé ou si vous êtes salarié, ou dans un contexte de salariat, où la valeur d'une prestation telle que comme la mienne est dans une fourchette entre 10 et 15. J'aimerais donc qu'on trouve quelque chose autour de 10 et 15. Et après, aussi, une fois que tu as rationalisé, tu vas te libérer émotionnellement. Tu vas arrêter de te dire, oui, mais si je ne trouve pas, mais si je n'ai pas de clients, mais attends, 10 et 15. Un avocat à Paris, l'avocat le plus junior à Paris, qui sort de l'école, son tarif horaire, hors taxe, c'est 300 €. T'imagines, quand tu es une femme qui n'a pas beaucoup confiance en toi, qui te lance toute seule dans le monde de l'avocature et que tu as un client qui arrive, lui dire 300 € hors taxe de l'heure, mais si tu n'es pas convaincu de la valeur de ta prestation, c'est impossible. Impossible. Tu vas lui dire, c'est 100 €, c'est 150 €, c'est 50 €. Non, finalement, file-le-moi, je vais te le faire gratuit. Et puis demain, je vais tellement t'aider que tu vas vouloir revenir et tu vas me payer. Mais la réalité, c'est que les gens, ils s'habituent. Et que les habitudes, ça se prend très rapidement. S'il y a un client, tu lui donnes l'habitude, ou à une personne que ta prestation est gratuite, super. Il va venir, il va revenir, il va t'envoyer son frère, son soeur, sa cousine, etc. Mais attends, mais pourquoi il va se priver? C'est gratuit. Puis le jour où tu vas dire, non mais écoute, maintenant il faut me payer. Non mais attends, t'exagères, je suis désolée, mais non. Et puis si j'avais su, je serais partie voir quelqu'un d'un peu plus compétent. Ah, maintenant je suis pas compétente. Quand il faut me payer, je suis pas compétente. Tu vois tout le truc? L'idée, c'est déjà de désémotionnaliser ce sujet entre toi et toi-même, et ça, il faut le rationaliser. Il n'y a pas d'autre technique. Tu rationalises, on est sur une formule mathématique, c'est des chiffres. C'est pas toi qui as décidé, c'est le marché. Une fois que tu as rationalisé ça, c'est pas ta décision, tu as rationalisé ça, tu apprends à verbaliser ça avec tes clients, et si tu as un client en face de toi qui te dit « Non, mais c'est trop cher, mais j'ai pas les moyens », qu'est-ce que vous proposez? Entre 10 et 15, je propose 5. Fuis. C'est quelqu'un qui veut t'utiliser. Parce que les personnes, d'autant plus quand on est dans ce cadre-là, tout le monde sait pertinemment, que ce soit un client ou une entreprise, la valeur d'une personne qui a 10 ans d'expérience, 2 ans d'expérience, X années d'expérience sur le marché du travail. C'est leur job de le savoir. Donc s'il te propose 5, c'est qu'il veut soit en profiter, soit tu vas être avec un client le plus casse-bonbon de la Terre, parce que c'est eux en général, et ça va être impossible. Donc rationalise, désémotionnalise tout ça, rationalise, et puis n'hésite pas à dire non. C'est là où les gens vont te respecter. Ils ne savent pourquoi on a autant de gêne à assumer cette valeur, même quand on la connaît justement. Et qu'on sait ce qui se passe en fait, on en a conscience, et malgré tout, c'est la gêne qui prend le dessus. Parce qu'on n'a pas l'habitude. En fait, c'est si simple que ça. On n'a pas l'habitude. Si tu n'as pas pris l'habitude de vocaliser ta juste valeur, si tu l'as jamais prise l'habitude, évidemment que ça va être hyper dur. C'est normal. Il n'y a pas des gens qui sont nés avec le gène de moi je sais m'affirmer et vocaliser et verbaliser ma juste valeur et d'autres pas. C'est pas vrai. Même si on a tous des schémas familiaux, de construction personnelle qui sont différents. Mais la réalité, c'est qu'on ne s'est pas entraîné. C'est pour ça que je dis qu'il faut s'entraîner et faire des situations où il y a zéro enjeu. Parce que si tu t'entraînes pas, tu restes toujours au seuil de la porte. J'y vais pas, j'y vais pas. Finalement, tu n'y vas jamais. Tu te culpabilises parce que tu n'y vas jamais. Tu t'en veux parce que tu n'y vas jamais. Et les gens profitent de toi parce qu'ils savent que tu n'iras jamais. Donc, tu as tout perdu.
Alors que si tu sors de ta zone de confort, tant pis. Tu vois, je trouve que c'est hyper intéressant l'exemple l'histoire que Sandrine a partagée. C'est encore plus dur de pouvoir négocier avec une amie qui est en plus pro de la négo. Mais la vérité, c'est qu'elle était en face de quelqu'un qui l'aurait jamais floué. Jamais. Donc évidemment, quand elle m'a dit je peux pas faire ça gratuit, je lui ai dit bah évidemment, je le sais Sandrine. Par contre, est-ce qu'on peut trouver ça et ça comme arrangement? Bah, elle a réfléchi à une solution. Est-ce qu'on peut faire ça? Et on a été dans un rapport de collaboration et pas de domination. À aucun moment je lui ai dit ouais mais t'as besoin de moi pour bouffer. À aucun moment elle m'a dit ouais mais t'as besoin de moi pour que ton ami apprenne à parler correctement en public. Il n'y a pas eu ce rapport-là, ça a été équilibré, sain. On a discuté, collaboré et on a trouvé une solution. Et ce qui est fou, c'est que dans ces moments-là, il n'y a plus aucune gêne, il n'y a plus rien de tout ça. Il y a une notion qu'on a rarement dans ces moments-là, il y a du plaisir. Beaucoup de plaisir. Parce que d'un seul coup, ça fait naître quelque chose de très positif et ça crée un cercle vertueux. Et ça amène une vraie force, pas contre l'autre, mais pour soi et dans le partage. Et cette notion de plaisir, moi, ça a été c'est un peu une révélation. C'est-à-dire que d'un seul coup, tu dis, je peux trouver du plaisir à faire ça. Et ça devient un bonheur. Et en plus, c'est vrai mais pourquoi ça devient un bonheur au final? C'est parce que tu as assumé ta juste valeur. Mais c'est ça, en fait. Et c'est aussi simple que ça. À un moment donné, quand tu assumes ta juste valeur et que tu la verbalises, tu la vocalises, peu importe comment c'est pris en face, quoi. Et d'autant plus quand c'est pris et que c'est accepté, comme toi qui me disais qui a pris 8K. Mais quel bonheur! Quel bonheur! Et au-delà du bonheur d'assumer, etc., il y a quelque chose que je veux vous partager. Mesdames, ce qu'il faut que vous sachiez, si vous ne le savez pas déjà, l'argent, c'est le pouvoir. Qu'on le veuille ou non, qu'on l'admette ou non, l'argent, c'est le pouvoir. Si vous avez de l'argent, vous pouvez prendre une babysitter, vous pouvez mettre à manger sur la table de vos enfants ou de votre table à vous. Les gens qui vous disent « oui, mais sur ce poste-là, nous, on ne veut pas quelqu'un qui est juste intéressé par l'argent ». On est dans un monde, sur un modèle économique. Ton modèle économique est là pour faire de l'argent. Tu n'es pas dans l'associatif. Donc si toi, tu veux faire de l'argent, mais tu ne veux pas me payer à ma juste valeur? Enfin, tu vois? Donc, l'argent, c'est important. C'est important de savoir que déjà, il faut être rémunéré à sa juste valeur et il faut dédramatiser. Moi, je le dis, j'aime l'argent et je n'ai aucun problème à vous le dire. Après, je ne vais pas aller tuer des enfants ou vendre de la drogue pour avoir de l'argent ou flouer des amis pour avoir de l'argent. Bien sûr que non. Mais l'argent, c'est important parce que plusieurs femmes se retrouvent dans des situations où elles sont quittées par leur mari, où elles ne peuvent pas quitter leur mari, où elles sont dans des situations familiales dramatiques où leur mari leur tape dessus. Si elles avaient cette indépendance économique, elles seraient parties depuis longtemps. D'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, on l'a vu sur Twitter, une femme a dit « Je ne peux pas quitter mon mari parce que financièrement, je ne suis pas indépendante ». Et il y a eu cette fameuse journaliste qui lui a dit « T'avais qu'à faire des études ». Vous voyez ce que je veux dire? L'argent, c'est pas juste s'acheter des îles paradisiaques, je ne sais trop où. C'est aussi être en mesure d'avoir son indépendance et de se dire, moi aujourd'hui, si je veux plus de ce mec, si je veux plus de cette situation, si je veux plus de ce job, si je veux plus de X, Y, Z, eh ben, j'ai les moyens de me permettre de vivre la vie que j'ai envie de vivre. Et pour ça, il faut de l'argent. Donc il faut savoir négocier sa rémunération, quelle qu'elle soit. Et c'est très important de le dire, d'autant plus que souvent les femmes, notamment en reconversion, sont vraiment préoccupées aussi par le besoin de sens. Et très souvent, on fait jouer la culpabilité en disant oh bah déjà là, tu vas retrouver du sens, tu ne veux pas en plus être payée pour ça. Et les femmes elles-mêmes, quand elles ne l'entendent pas, elles se disent oh mince, tu parlais du seuil où il ne faut pas y aller, et vont se dire ouais, mais quand même, là, je vais quand même au moins retrouver du sens et j'ai déjà beaucoup de chance. Exactement. Pour toutes celles qui sont en reconversion et qui ont des velléités de reconversion, avant de prendre ta question, vous allez entendre beaucoup de personnes qui vont vous dire « Mais tu peux pas tout avoir dans la vie, tu peux pas faire un job que t'aimes et être bien payé. » Faux, c'est pas vrai. Vous pouvez tout avoir dans la vie. En tout cas, à ce niveau-là, vous pouvez avoir un job que vous aimez bien et être payé à votre juste valeur. Parce que ceux qui vous disent ça, c'est des gens qui n'ont pas vos intérêts à cœur. Parce que je suis désolée, quand on se reconvertit, on peut être rémunéré à sa juste valeur. Et c'est aussi simple que d'aller déterminer sa juste valeur, l'assumer et apprendre à la défendre. C'est tout. Et ne tombez pas dans ce piège où on vous dit tu peux pas tout avoir, tu peux pas aimer ton job et être bien rémunéré. Malheureusement, ça, c'est pas possible. Ça, c'est une contre-vérité. Tout le monde adore se nourrir avec, mais c'est pas du tout le cas. Pas du tout. T'avais une question ?
Alors, ta situation, malheureusement, elle est classique dans le monde de l'entreprise. Tout à l'heure, si tu te souviens, ce que j'ai dit, c'est de préparer en amont. Ton augmentation, tu la prépares, ta demande d'augmentation, tu la prépares en amont. Tu prépares ton supérieur hiérarchique en amont. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que 6 mois, 7 mois, 8 mois avant ton entretien annuel, tu mets un point avec lui, où tu vas le voir. On a dit qu'on était factuel et rationnel. Donc pendant toute cette période-là, tu as fait ton reporting, hein, donc tu as noté tout ce que tu faisais par jour, etc. Donc tu as une feuille où il y a écrit tout ce que tu fais par jour, le périmètre de ton poste, le contenu, etc. De ta journée, hein. Pas de ta journée, mais je veux dire de tes journées. Le projet X, le projet B, le projet Z. Et à côté, tu reprends ton contrat de travail et tu re-regardes le périmètre de ton contrat de travail. Et tu vas t'apercevoir qu'en 1 an, 2 ans, 3 ans, 6 mois, peu importe ton ancienneté, entre le moment où tu es rentré dans l'entreprise et aujourd'hui, ton périmètre a évolué. Mais par contre, ta rémunération, elle a pris 2%, 1%, peu importe qui te donne, mais visiblement pas suffisamment pour évoluer en même temps que ton périmètre. Donc tu lui apportes des données factuelles pour rationaliser la discussion. Tu lui présentes Manager X, qu'est-ce que tu me proposes? Ah, mais moi je ne sais pas que te proposer, de toute façon, c'est pas du tout le sujet, maintenant on n'est pas du tout dans les discussions, on parlera ça dans ton entretien annuel. Non. En fait, Manager X, si j'ai demandé à te rencontrer aujourd'hui, c'est parce que moi je développe une frustration. Comme tu peux le constater, preuve A, preuve B, le périmètre de mon activité, le contenu de mon activité, en tout cas ma contribution est déséquilibrée par rapport à ma rémunération. Moi, je souhaite qu'on effectue un réajustement. Aujourd'hui, ma valeur sur le marché, elle est entre 10 et 15, ma rémunération est de 8. Si tu m'augmentes comme toutes les années de 2%, ça m'emmène à 8,02%, émettons. Donc, on est encore loin de ma juste valeur sur le marché. Est-ce qu'on peut envisager un réajustement ? Non, je n'ai pas d'argent. Je ne peux pas. La politique de l'entreprise, c'est là où c'est important de connaître la politique, l'environnement, la culture, est de donner la même augmentation à tout le monde. Ok. Est-ce que tu peux me payer une formation ? Est-ce que tu peux prendre en charge une formation ? Très bien. Dans ce cas-là, il faut forcément rééquilibrer. Donc, je te propose de m'allouer une voiture de fonction, de me donner un 4/5e payé plein temps, de me donner mon vendredi après-midi. Et là, c'est ta liste au Père Noël que tu déroules. Et tu vois s'il est prêt à accepter ou pas. Après, si c'est un employeur qui est plutôt, comme il n'y en a malheureusement pas beaucoup, qui est plutôt dans l'équilibre et dans la collaboration, il sera enclin à t'écouter et à faire en sorte que tu restes et rémunérer ta contribution. Mais si tu es face à un employeur où, en fait, tu es juste qu'une mercenaire, toi ou elle ou lui ou elle, c'est que des numéros, c'est peut-être le moment de réfléchir. Par contre, je ne serai jamais celle qui te dirait tu claques la porte et tu pars. Non, tu prépares. Tu vas voir ce que c'est sur le marché du travail. Comme on dit, je suis à l'écoute du marché. Tu poses ton CV, tu vois comment ça revient. Tu fais des entretiens sur lesquels il y a 0 enjeu, puisque de toute façon, tu as un poste. Voilà, tu prépares en amont ton départ, si départ il faut, évidemment. Hein. Et tu vois, et puis le jour où tu as une proposition, tu vas le voir et tu lui dis, ben voilà, on me propose de me payer ma juste valeur. Est-ce que tu es prêt à t'aligner ? Oui, formidable. Peut-être que toi, tu n'auras même plus envie de rester. Non, all right, je pars. Et là, tu t'envoles. Et là, tu es maîtresse de ton destin. Là, c'est toi qui choisis ton moment. C'est toi qui choisis. Tu subis pas. Là, tu es actrice. Et là, tu as tout gagné. Voilà. INSAF, on va faire une dernière question. Après, on rendra la salle. Bonjour. Bonjour. C'est pas vraiment une question pour moi, c'est pour rejoindre Sandrine, c'est ça ? Non ? Pardon. Pour le coach et voir si on est bien ancré sur nos pieds par rapport à ces valeurs qui montent au fur et à mesure. Et si on n'est pas bien ancré, il y a de nouvelles petites choses qui viennent pour nous, comment on dit, pour nous déstabiliser. Mais je pense que vraiment tout part par un check-up avec soi-même. Est-ce que je m'aime assez ? Est-ce que je crois vraiment en ce que je vends ? Et tout à fait. Et je pense que c'est vraiment ça l'essentiel.
Mais quand on sait que l'argent c'est de l'énergie, l'argent c'est de l'énergie, ça circule. Donc en fait, si quelqu'un vient te payer, ça veut dire que tu vas pouvoir payer aider d'autres personnes. Mais je pense qu'en fait, si tu veux, le point de madame, je n'ai pas bien entendu ton prénom, excuse-moi, Betty, c'est ça? Le point de Betty, c'est de dire que je pense qu'elle est d'accord avec toi, et moi la première à être d'accord avec toi, que évidemment, c'est très lié à l'estime que tu as de toi-même, à l'amour que tu as de toi-même, etc. Mais en fait, malheureusement, on est plusieurs à pas beaucoup s'aimer. C'est ça la réalité, tu vois. Et c'est un travail de s'aimer aussi. Et du coup, c'est pour ça que je pense qu'il est hyper important de désémotionnaliser la discussion. On s'en fout. Enfin, évidemment, c'est hyper important et je pense que c'est vraiment super important de s'aimer. Hein. C'est pas du tout la question. Mais rationalisons les choses. Vous êtes un produit sur le marché. Basta. Plus vous allez rationaliser, et moi, c'est ma technique. Après, je pense qu'il y en a plusieurs et encore heureux. Mais plus vous allez rationaliser et plus on s'aime pas, on est tous un travail en chemin. Tout le temps d'ailleurs. Du coup, peu importe que tu t'aimes ou tu t'aimes pas, peu importe si tu fais un travail pour t'aimer, peu importe si tu te détestes, tout ça pour aller vraiment dans les extrêmes, si pour toi c'est rationnel, la baguette de pain, si vous allez l'acheter chez le meilleur ouvrier de Bordeaux et que vous dites moi j'ai envie de la payer 1 € parce que j'aime pas trop ta devanture, et puis si tu avais un petit peu d'empathie, tu me la vendrais à 1 € plutôt qu'1,20 €, et puis j'imagine que de toute façon t'as pas beaucoup de clients, non? Eh ben, la vendeuse ou le vendeur, il va vous dire, écoutez, sortez de ma boulangerie. Parce que la baguette, sur le marché de la baguette, c'est entre 0,80 et 1,20 €, c'est tout. Si toi, pareil, ou vous toutes, vous imaginez comme un produit sur le marché du travail, un vêtement, une paire de chaussures, une machine à laver, peu importe, qui a un prix, qui est déterminé dans une fourchette, là, vous allez pouvoir dépasser un peu... cette question-là émotionnelle, de s'aimer, s'apprécier, etc. Mais évidemment, je te rejoins. Et le plus important quand même, et c'est la raison pour laquelle on fait tout ça, c'est de s'aimer, s'apprécier et s'accepter. Voilà. Dernière chose avant de finir, j'aimerais vous partager 2 choses. Donc la première, déjà remercier ce salon. C'est pas la première année, je viens toutes les années sur ce salon, plusieurs fois par année. Voilà, merci à Valentine et Séverine et à toute l'équipe aussi du salon professionnel, parce que c'est un forum incroyable qui a été créé par des femmes pour des femmes. Donc c'est très important. Et aussi, je voudrais vous partager quelque chose. Je lance le 8 mars 2020 un podcast sur la négociation de rémunération. Donc c'est la même chose que vous avez vu ici, en plus détaillé et en version en version auditive. Donc ça s'appelle Ma Juste Valeur. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux. Lean in France, Ma Juste Valeur, partagez le mot. Et puis voilà, négociez votre rémunération et brisons le tabou autour des femmes et de l'argent. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup, Insaf El Hassini. La formule podcast, je pense que c'est une bonne chose pour alterner ou méditation ou s'entraîner tous les soirs, se coucher en entendant des mots sur sa juste valeur. Je pense que la nuit est toujours très efficace, et se coucher sur des choses qu'on entend peut nous apporter beaucoup. Bravo pour cette nouvelle initiative. Merci à toutes et à tous d'être restés jusqu'au bout, d'avoir participé au salon, d'être venus. J'espère que ça vous a apporté plein de choses et que l'on se reverra l'année prochaine avec de nouvelles avancées dans ce que vous aurez construit et fait pour vous-même. Croyez en vous, croyez en vos projets, croyez en votre intuition, croyez en ceux que vous allez choisir pour vous accompagner si c'est aussi votre choix, et avancez, chacune à votre rythme. Peu importe celui des autres, c'est le vôtre qui compte. Il n'y a que vous qui savez ce qui est bon pour vous. Donc, faites-le en fonction de vous. Merci d'avoir été là et à l'année prochaine. Au revoir.